les gens connaissent le yoga surtout par les différentes postures que l'on peut voir. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Nadia, nous allons libérer notre énergie vitale ce matin avec notre invité qui s'appelle Michel Larue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste et documentariste spécialisé dans la sexualité, la sexologie, les rapports sociaux de couple. Et vous publiez Yoga Libido, faites danser vos hormones aux éditions La Musardine. Musardine. Voilà. C'est exact, à la Musardine, oui. Bien, à la Musardine, c'est mieux comme ça. J'ai appris un mot en préparant votre émission, la bigorexie. Et c'est pas la peur des curés. Hein. Ah. Qu'est-ce que c'est que la bigorexie ? Écoutez, là, je peux pas vous aider sur la bigorexie. Bigorexie, ça vous dit quelque chose, Nadia ? Non, ça me dit pas grand-chose. Enfin, je l'ai déjà entendu, mais bon. Bah, c'est la pratique du sport à haute dose. Ah, d'accord. Oui, mais là, on n'est pas dans le yoga. Hein ? On appelle ça le sportoholisme. Voilà, et c'est une dépendance à l'activité physique qui est due à la sécrétion d'hormones. C'est quand les gens sont c'est le cas, par exemple, vous citez des runners, les personnes qui font du footing. À force de courir régulièrement, ils sécrètent donc un certain taux d'hormones qui fait que ils ont besoin de beaucoup plus. Donc ils vont rallonger soit leur période de course, soit ils vont augmenter leur nombre de créneaux de pratique parce qu'en fait il y a une addiction à ces hormones, notamment les endorphines qui sont sécrétées et qui donnent cette sensation de bien-être. Voilà, la bigorexie. Oui, c'est l'addiction aux endorphines, oui. Bien. Le sport. On peut l'avoir également en faisant simplement un cardio à son club de sport. Hein. C'est en faisant, vous savez, le cardio, c'est-à-dire le parcours, on fait vélo, rameur, step en 35 minutes et voilà, on a la dose d'endorphine. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le sport à haute dose et la sexualité, ça fait bon ménage ? Pas du tout. En fait, les sportifs à haute dose, très souvent, ont une vie sexuelle plus, disons, un peu plus proche de celle du lapin. Alors, quand vous dites le lapin... Oui, parce que c'est pas bon ménage du tout, non. D'accord. On dit que les lapins sont des éjaculateurs précoces, c'est ça ? Bah, disons que c'est court. Ils font d'amour d'une manière très brève. En fait, ils ont des pics. Ils ont des petits coups rapides, quoi. On peut dire faire l'amour comme un lapin. Cette émission m'échappe déjà. Nadia, on va définir plusieurs mots avant de la commencer. Oui, alors est-ce que vous pouvez... Donc, bien entendu, le thème d'aujourd'hui, c'est le yoga libido. Mais donc, c'est un terme qui est maintenant beaucoup utilisé. C'est une pratique qui est à la mode depuis un certain nombre d'années. En revanche, peu de gens savent ce que signifie le yoga. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, le yoga, c'est une discipline en fait qui est à la fois corporelle et mentale, qui nous vient du nord de l'Inde. Et il y a d'ailleurs 22 écoles différentes, donc il y a de quoi faire, qui à la fois assouplit et agit sur les chakras. On a 7 chakras entre le sacrum et le haut de la tête et harmonise les énergies dans le corps et du coup, disons, calme et enrichit l'esprit. D'accord, donc en fait c'est une discipline qui finalement allie le corps et l'esprit voilà, dans une grande variété d'exercices qui sont proposés et de techniques. Oui, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de postures, plusieurs respirations différentes également qu'on appelle des pranayamas. Et le plus important dans le yoga, ce sont les respirations. On peut très bien ne presque rien faire et se contenter de faire des respirations et on est déjà complètement dans le yoga.
D'accord. Donc les pranayama que vous citez, c'est donc la maîtrise du souffle. Et vous parlez aussi de dhyana ou dharana, qui consiste ça consiste à la méditation et la concentration dans les exercices qui sont proposés dans le yoga. C'est bien ça? Oui. D'accord. Et les asanas, ce sont les fameuses postures que... Alors, les gens connaissent le yoga surtout par ça, en règle générale, les différentes postures que l'on peut voir chez les personnes qui pratiquent le yoga. Oui, tout à fait. Oui, les asanas, il y en a une quantité aussi à peu près innombrable. Et il y a certains yogas qui sont extrêmement axés sur les postures, par exemple le Vinaya ou l'Hatha Yoga, qui sont les deux yogas les plus pratiqués dans les clubs, dans les cours de yoga, et où effectivement on enchaîne des postures d'une manière assez rapide, et très très peu de postures, par exemple dans le Yin Yoga, qui est un yoga très très lent, puisqu'on tient une posture pendant 10 minutes, et qui travaille là sur les fascias. D'accord, donc les tissus en fait. Voilà, les tissus profonds et également tout ce qu'on peut avoir de profond en soi, qui peut être des traumatismes, des choses sur lesquelles on n'a pas travaillé, etc. Et donc, c'est un yoga qui est très tendance aujourd'hui. Et puis, bien sûr, il y a les yogas qui, disons, harmonisent les chakras de manière à ce que les hormones soient boostées. Et là, on parle du Kundalini Yoga et du yoga des hormones qui commencent à être à la mode. Je dis bien commencent en France, qui sont beaucoup plus répandus. Par exemple, le yoga des hormones en Amérique latine et le Kundalini aux États-Unis en Amérique latine, mais ça démarre en France. Alors, vous avez... Il va même y avoir des formations pour hommes, imaginez, en France. Car ce yoga Kundalini ou yoga des hormones s'adresse également aux hommes. D'accord. Et on va voir ce matin qu'il n'y a pas que les hormones qui dansent dans ce yoga-là. Vous avez parlé de chakra. Que signifie le terme chakra? Alors, les chakras, ce sont des centres d'énergie qui sont l'un au niveau du sacrum, à la base du sacrum, et le dernier tout en haut de la tête, qui sont comme des vortex d'énergie et qui rayonnent, si vous voulez, dans notre corps. Ils ont la forme d'entonnoirs énergétiques. Et les aligner, les harmoniser, permet pas seulement d'avoir des hormones en quantité suffisante, mais surtout un équilibre énergétique. Et on travaille beaucoup sur les chakras dans tous les yogas, toutes les formes de yoga. D'accord, donc il y a donc 7 chakras, et celui qui nous... Il n'y en a pas que 7, ce sont les 7 principaux. Oui, en tout cas ceux que... Il y a peut-être des milliers de chakras, il y en a même dans les poignets, dans le petit doigt, il y en a partout. D'accord. Des petits vortex d'énergie, oui. D'accord, donc ces centres d'énergie, donc vous en citez principalement 7 dans votre livre, et celui qui va nous intéresser ici, c'est celui, le deuxième que vous avez cité, sur lequel en fait est axé tout ce qui touche au sexe. Oui, mais enfin c'est pas seulement celui-là, je veux dire c'est vraiment tous les chakras et pas précisément un. D'accord. Donc c'est pas parce qu'on aura travaillé ce chakra-là que, disons que ce chakra est lié au périnée, et dans toutes les postures de yoga, on travaille en serrant le périnée, ce qui permet justement d'énergiser ce chakra. Mais tous les chakras doivent fonctionner en même temps, parce que si vous voulez, on a 2 méridiens principaux, un qui passe devant, jusqu'au nez, jusqu'à la tête, qui s'appelle le vaisseau concepteur, qui est très important pour les femmes, et un qui passe par derrière, qui part donc du chakra, du bout du sacrum jusqu'au bout du nez, parce qu'il fait le tour de la tête, qui s'appelle le vaisseau gouverneur. Et ces 2 méridiens, si vous voulez, c'est l'énergie qui traverse les chakras. Ce sont nos 2 méridiens, nos 2 circuits énergétiques, en fait, qui se rejoignent. D'accord. Et donc, si on n'active pas l'énergie partout, on n'a pas de résultat. Le yoga libido dont vous nous parlez ce matin, c'est le yoga hormonal, c'est ça? C'est la même chose. C'est la même chose. Absolument. D'accord. Absolument. Mais quand je dis yoga libido
pour mon livre, ça veut dire également le fait qu'il y a du qigong pour la libido, il y a de la médecine énergétique également qui développe la libido, qui harmonise, et tout ceci est dans le livre. Donc il n'y a pas que le yoga hormonal dans mon livre, il y a également le Kundalini Yoga et la médecine énergétique. Oui, vous expliquez bien effectivement que le yoga hormonal est une famille, c'est un des yogas dans la grande famille des yogas, et en fait la ligne directrice de votre livre, c'est justement de pouvoir allier ces différentes techniques-là et pratiques pour pouvoir justement, vous nous décrivez en tout cas une vision assez globale de comment agir sur les différentes parties de notre corps, sur les différents chakras, pour pouvoir favoriser un déploiement positif de la libido chez la femme et chez l'homme. Oui, parce que finalement, les énergies et les hormones sont complètement liées. Si les énergies sont bloquées, les hormones aussi. Et en fait, la personne qui a créé le yoga hormonal il y a 30 ans, à 92 ans aujourd'hui, c'est une Brésilienne. Et à 92 ans, elle donne encore des stages. Et elle insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment harmoniser les énergies en même temps que les hormones. Vous, Michel, vous pratiquez combien de fois par semaine le yoga libido hormonal? 5 fois. 5 fois. À raison de combien de temps à chaque fois? 35 minutes. D'accord. Mais bon, on peut très bien faire 3-4 fois, ou c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire 5 fois. Et en fait, je ne fais pas que du yoga hormonal. Parfois, je fais autre chose à la place. Je veux dire un autre yoga. Alors, en Occident, le yoga hormonal s'est fait connaître par rapport au syndrome prémenstruel et à la ménopause et préménopause. Oui, alors disons que la préménopause voit un affaiblissement hormonal quand même très marqué, avec la disparition des règles, les bouffées de chaleur, etc. Et effectivement, le yoga des hormones remet tout ça en place, puisque accélérant les quantités produites d'oestrogène et également de testostérone, parce que la femme a également de la testostérone, c'est l'hormone du désir, qui est fabriquée par les surrénales et les ovaires, mais beaucoup par les surrénales. Et donc de tonifier les surrénales, les ovaires et les glandes thyroïdes, on arrive à avoir des sécrétions renouvelées et disons sans avoir nécessairement les règles qui vont revenir, qui est d'ailleurs pas souhaitable, et bien on a à nouveau une belle vitalité. Alors, c'est un yoga qui me semble-t-il, a de beaux jours devant lui, parce que il y a, donc ces dernières années, quand même chez les femmes, et notamment les jeunes femmes, un désir de retourner à quelque chose de plus naturel, notamment concernant la contraception. Et vous en parlez dans votre livre, vous dites que avec une bonne pratique du yoga libido, il y a la possibilité de pouvoir aussi avoir une maîtrise concernant la fertilité et le reste. Vous pouvez nous l'expliquer? Oui, justement, j'ai même eu de témoignages dans un club de yoga, comme quoi, en effet, il y a pas mal de femmes qui adoptent cette technique parce qu'elles voudraient avoir un enfant et qu'elles n'ont pas réussi. Et apparemment, justement, le fait de favoriser la sécrétion d'hormones permet à ces femmes de concevoir. Mais par contre, des femmes qui ont l'endométriose, c'est totalement interdit, évidemment. Pourquoi? Parce que là, ça peut, parce que l'endométriose, c'est justement des excès hormonaux, et là, il faut surtout pas. Et également dans les cas de cancer, notamment les cancers hormonodépendants. Parce que ça relance la production d'hormones, c'est ça? Ça augmente la production d'œstrogène, c'est ce que j'ai compris dans votre livre. Les cancers de l'utérus ou des ovaires, il n'en est même pas question non plus. Ces personnes-là, par contre, font du yin yoga ou alors la médecine énergétique qui marche très bien pour relancer les énergies. Qu'est-ce qui agit sur nos hormones et qu'est-ce qui les pollue finalement? Qu'est-ce qui agit sur nos hormones? Vous voulez dire à l'extérieur ou en nous? Oui, nos hormones sexuelles en fait finalement. Quand on dit j'ai une petite libido en berne, ça veut dire quoi par rapport à nos hormones? Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ça veut dire qu'il y a un petit affaiblissement, oui, surtout de la testostérone, chez les hommes comme chez les femmes, puisque c'est l'hormone du désir. Donc c'est en général celle-là qui est en berne quand on dit qu'on a une petite libido ou qu'on a la libido en berne. En règle générale, c'est lié à un déséquilibre effectivement endocrinien. Et quand des personnes disent qu'ils ont un affaiblissement de leur libido, un manque de désir en clair, eh bien on a très souvent, et vous le dites dans votre livre, des symptômes associés, type sécheresse vaginale chez les femmes, des pertes de cheveux, la friabilité des ongles, de l'anxiété, beaucoup de nervosité. Enfin, tout ça sont des signes de déséquilibre endocrinien, mais également énergétique, me semble-t-il. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous décrivez, ce sont des signes un peu de préménopause. Alors, ce sont des signes qu'on peut retrouver chez les hommes et les femmes en dehors de cette période. Oui, ça peut arriver, mais on peut aussi ne pas avoir de libido parce qu'on n'a pas de partenaire et parce qu'on est déprimé. Donc, il y a aussi ça. Je veux dire, ça peut agir également. J'en parle pas dans mon livre parce que c'est pas le sujet, mais c'est vrai que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et il y a des personnes qui malheureusement sont mal loties sur ce plan-là et qui finissent à être un petit peu ermites. Il y a ça aussi. D'accord. Alors, mais bon, très souvent, c'est un manque de testostérone chez la femme comme chez l'homme. Et dans ces cas-là, on peut prendre des compléments en fait en testo, non, Nadia? On peut se supplémenter en testostérone. Du Viagra, vous voulez dire? Non, testostérone, c'est-à-dire que finalement, si ce que dit Philippe, c'est que si il y a un affaiblissement hormonal, finalement, on pourrait solutionner le problème en palliant à ce manque, donc des injections de testostérone, parce que ça existe dans le monde médical. Donc, il y a même des gens qui font ça en spray, qui se mettent du spray sur la poitrine, du spray de testostérone des hommes pour être un peu plus vif au lit, et des femmes également qui mettent des patchs de testostérone. Alors, mais ça fait pousser les poils chez les femmes. Hein. Oui. Je préfère vous le dire tout de suite. Attention. Pousser de poils prévisible. Le yoga ne fait pas pousser les poils. Hein. C'est vrai. Ne fait pas pousser les poils. Et puis, donc, vous expliquez qu'effectivement, une pratique donc régulière du yoga hormonal et consciencieuse pendant au moins 3-4 mois fait donc augmenter de 250% notre potentiel hormonal et vital. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un stage qui s'organise, je crois que c'est un Péruvien qui vient le faire à Aix-en-Provence au mois de mai. Et en fait, il fait faire des tests aux personnes qui viennent faire son stage pour ensuite enseigner, des tests d'oestrogène et d'autres hormones avant et après. Alors, moi, je voudrais que pour les hommes, parce que je voudrais pas qu'on parle que les femmes, mais si j'ai bien lu votre livre, vous dites que le yoga hormonal permet d'améliorer considérablement la libido et la qualité des érections. Comment ça fonctionne? Les deux sont quand même liés aux hormones, l'érection aussi. Si on a les hormones à plat, il n'y a pas d'érection. Alors pas que, parce que apparemment au niveau des exercices qui sont proposés, il y a tout de même une amélioration au niveau de la vascularisation, et donc du coup cette vascularisation qui est du coup optimale avec les techniques proposées participe à l'amélioration, parce qu'il peut y avoir un non déséquilibre hormonal, mais en revanche une circulation qui n'est pas optimale chez certains hommes. Et le yoga libido favorise ça. Effectivement, un exercice très efficace qui s'appelle le verrouillage. Voilà. Vous avez dû voir dans le livre. Oui. Et qui effectivement est très recommandé, notamment dans des pratiques tantriques. Oui. Ça vient d'ailleurs du tantra, et là c'est effectivement d'une grande efficacité à faire tous les jours pendant quelques minutes. Voilà, vous-même vous êtes une spécialiste du tantrisme. Alors on va expliquer à tout le monde ce que c'est, parce que là aussi on a expliqué le yoga, on peut expliquer le tantrisme aussi. Oui, d'ailleurs vous avez écrit un bouquin qui s'appelle L'art du massage tantrique et cachemérien sur le sujet. Mais en quelques mots, effectivement, qu'est-ce que le tantra? Le tantra, c'est une sorte de toile, donc une toile, c'est une œuvre en fait à laquelle on contribue.
Donc le tantrisme, par contre, c'est une sorte de philosophie. Donc pratiquer le tantra ou le tantrisme, ça veut dire faire l'amour lentement, se consacrer à ses sensations et être avec un partenaire, disons, dans une sorte de fusion sexuelle où on n'a pas besoin de bouger. Alors, vous avez parlé, par exemple, de l'exercice du verrouillage. L'exercice du verrouillage, il permet d'apprendre à maîtriser, par exemple, la venue du sperme chez l'homme. Mais pour un homme qui aurait... Donc, c'est un bon exercice pour, par exemple, un homme qui souffrirait d'éjaculation précoce. En revanche, pour un homme qui a une dysfonction érectile, c'est-à-dire qui a du mal à monter son érection, est-ce que ce même exercice peut également servir ? Normalement, oui. D'accord. Vous pourriez nous le décrire ? À condition de le répéter. D'accord. En fait, il faut se mettre dans une position debout, mais les jambes légèrement pliées, les pieds écartés de la largeur du bassin, et serrer les poings. Et à ce moment-là, se concentrer sur son sexe pour avoir une érection. Donc c'est quelque chose qui se passe en solo et qui dure le plus longtemps possible, enfin au moins quelques minutes, quoi. Alors, je montre en même temps, puisque l'émission est filmée, donc le schéma de la posture exactement qui est décrite à la page 211 de votre livre. Vous pouvez regarder. Moi, ce qui m'interpelle en voyant cette posture-là, c'est vrai qu'on retrouve cette posture en fait dans les arts martiaux. C'est contracté quand même, hein. Oui. Oui, c'est vrai, parce si vous voulez, dans les arts martiaux, par exemple le karaté, on rassemble toute l'énergie dans le hara, qui est donc le chakra qui se situe au niveau du ventre. Et c'est cette énergie-là qu'on va déployer dans son art martial, dans son combat fictif, le kata ou une attaque. Et ici, c'est pareil, on va rassembler toutes les énergies au niveau du périnée et au niveau du chakra du ventre. Et donc, c'est à ce moment-là que le sexe va être bien vascularisé et gonflé. D'accord. Alors là, ça se passe effectivement tout à ce niveau-là, puisque toutes les énergies des chakras vont se diriger vers le sexe. Et à ce moment-là, ce sont les deux chakras autour qui vont se remplir d'énergie. D'accord. Donc en fait, vous proposez dans les exercices, vous proposez à chaque fois de rediriger les énergies vers une partie du corps que l'on va cibler principalement au moment en tout cas des exercices proposés. Oui. D'accord. Dans les postures du yoga hormonal, en fait, chaque exercice comprend une compression de glande ou une visualisation de cette glande vers laquelle on va diriger l'énergie. Donc, comme vous le voyez sur les dessins, par exemple, on peut compresser un ovaire avec la cuisse ou avec la jambe. Et c'est vers cet ovaire-là qu'on va envoyer l'énergie quand on va expirer après avoir retenu son souffle pendant 3-4 secondes. C'est ça, en fait, chaque posture cible vraiment une paire de glandes, c'est-à-dire les surrénales, les ovaires, les thyroïdes, les parathyroïdes. Il y a vraiment à chaque fois une logique par rapport à la sécrétion hormonale, justement. Oui, soit une paire de glandes, soit une glande à la fois. Parce que parfois, il faut cibler une glande, puis on change de jambe et on cible l'autre glande, pour les ovaires, je veux dire. D'accord. Il y en a qui ciblent les deux ovaires en même temps, et parfois c'est l'un après l'autre. D'accord. Alors, vous nous dites également que par le yoga hormonal, on utilise donc différents outils, et l'un de ces outils est la respiration. Vous nous parlez d'ailleurs de la respiration du feu. Oui, alors là c'est un pranayama qui part de la zone du plexus, qui est la zone ignée en fait de notre corps, c'est là où se trouve le feu. Et on respire, on inspire et on expire d'une manière très très courte, en gonflant la zone de l'estomac et en la rentrant. Donc ça fait un petit soufflet genre comme ça. Comme un soufflet. Oui, avec le nez uniquement. D'accord. Et cette technique, elle libère certaines choses, comme des toxines. Non, cette technique rassemble en fait l'énergie du corps dans la zone du plexus et la croix. Et ensuite, c'est cette énergie bien rassemblée, bien forte, qu'on va envoyer en passant par le méridien dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui qui longe la colonne vertébrale,
qui est en français le vaisseau gouverneur, l'envoyer vers la glande. Donc on va faire un circuit à cette énergie. Elle va monter dans le dos depuis le plexus, monter dans le dos jusqu'au bout du nez, et à partir de là, on l'envoie avec le souffle et avec l'intention dans la glande qu'on vise. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est un des outils, la respiration. Et ensuite, il y a un autre outil, vous parlez de la relaxation et de la méditation. Oui, mais disons que l'un et l'autre, on peut pas les sauter, on peut pas ne pas les faire. Le pranayama du feu, c'est vraiment la respiration principale. Et la relaxation permet aussi de faire circuler dans son corps l'énergie qu'on a dégagée pendant les exercices précédents. Et à ce moment-là, disons, de faire rentrer de l'énergie propre en nous et d'évacuer l'énergie qui est un peu souillée, qui n'est pas la bonne énergie. Donc c'est vraiment équilibrer l'énergie en soi en n'ayant que de l'énergie propre. Donc c'est quand même un moyen, si je comprends bien, de faire un petit nettoyage, intérieur. C'est un nettoyage et on visualise cette énergie avec l'expérience, disons. Bon, évidemment, pas la première fois qu'on fait ça. La première fois, on essaye de faire circuler, et mais petit à petit, on la visualise. On la voit en train de monter dans un bras ou dans une jambe, et on la voit redescendre de l'autre côté après qu'elle ait, disons, irrigué, par exemple, les thyroïdes. Alors, en tant que profane, je me pose des questions quant à la capacité qu'a tout à chacun de pouvoir visualiser, parce que tout le monde n'a pas cette capacité de pouvoir visualiser avec précision certaines choses. Donc, les personnes qui ont un manque d'imagination ou qui ont vraiment du mal à visualiser des images ou des représentations, vous leur conseillez quoi ? Mais, si vous voulez, au début, on visualise rien du tout. On n'y arrive pas. Donc, c'est avec le temps qu'on y arrive. Mais au tout début, plutôt que visualiser, on peut sentir. D'accord. Et on peut sentir l'énergie qui monte en la faisant monter. Et la sentir en train de redescendre avant de la visualiser. Donc ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un pas énorme. On peut même se contenter, si vous voulez, de la sentir. Si on n'arrive pas à la visualiser. D'accord. Et donc cet exercice-là, alors on est très souvent pollué par des pensées, qu'elles soient négatives ou positives. Qu'est-ce que vous conseillez pour pouvoir justement diminuer ces pensées-là et laisser place à une visualisation ? Au début du livre, je montre quelques postures qui sont justement destinées à vider un peu la tête. Et c'est vrai que avant de se lancer dans le yoga des hormones, c'est bien d'effectuer quelques-unes de ces postures. Si on a un problème d'hyperactivité cérébrale, il y a beaucoup de personnes qui ont sans cesse une radio dans la tête, donc en train de penser à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils vont faire, etc. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de vider la tête. Mais dans le yoga des hormones, une fois qu'on est dedans, on est tellement attrapé par l'exercice, tellement focalisé, tellement concentré, que là, on n'a plus le temps de penser à autre chose. Et Nadia El Bouga qui est avec nous comme tous les mardis. Nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui le yoga libido à travers la sortie d'un livre de Michel Larue, qui est notre invité aux éditions La Musardine. Et si vous êtes très sage tout à l'heure, nous verrons comment on peut pratiquer à la maison, sans ridicule, la danse des testicules. Oui. Alors oui, donc c'est très sérieux. Oui, c'est très 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 sérieux même. Puisque vous proposez également un yoga génital pour les femmes et pour les hommes. Exactement. Et alors justement, pourquoi une différence de posture pour les femmes et pour les hommes ? Vous parlez du yoga des hormones, là ? Oui, tout à fait. Oui, alors dans le yoga des hormones, effectivement, il y a des postures qui sont plus ciblées vers les testicules, par exemple, que vers les ovaires, etc. Il y a des postures qui sont plus masculines, mais on peut très bien, en fait, harmoniser les deux. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec une amie pour donner des ateliers et donner un atelier mixte. Donc on va combiner les postures hommes-femmes pour faire un protocole qui va, disons, faire à peu près les mêmes postures aux hommes et aux femmes. D'accord. Donc c'est jouable. Alors moi j'ai retrouvé dans votre livre, et c'est là du coup ça parle à la sexologue que je suis, les postures en fait de bascule du bassin, parce que ce sont des exercices donc sexothérapeutiques qui sont beaucoup proposés
Là, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec les lunettes du yoga l'impact que ça a au niveau de l'énergie sexuelle? Qu'est-ce que vous voulez dire par bascule du bassin? Droite-gauche ou... Avant, arrière, enfin antéversion, rétroversion, même droite-gauche d'ailleurs. Hein. Toutes les bascules qui sont proposées au niveau du bassin, quel objectif elles ont dans la pratique du yoga? Il y a les bascules et il y a également les torsions. Oui. Et en fait, tous ces exercices ciblent les glandes surrénales, que ce soit pour hommes et pour femmes. Donc, surtout les torsions tonifient énormément les glandes surrénales. Il y a au moins 6 ou 8 postures entre les hommes et les femmes qui ciblent ces glandes-là. Ce qui est intéressant et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, quand on sait de quoi on parle, c'est différent. Mais c'est vrai que pour les profanes, parfois, on fait pas toujours la différence. Exactement. Hein. Et c'est vrai que la pratique, le yoga, ça se pratique. Donc, c'est aussi ce qu'on voit ce matin. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec un livre comme le vôtre, on peut le pratiquer à la maison ou il faut quand même aller voir un prof? Écoutez, ça c'est difficile de le dire. Moi je pense qu'il faut quand même, comme je le conseille dans le livre, faire à un moment ou un autre un atelier, plus qu'un cours, un atelier, un petit stage d'une journée, c'est déjà pas mal. Il y a plein de professeurs qui organisent cela. Et ensuite avoir le livre comme support. Voilà, comme support, oui. Partir sur le yoga des hormones avec le livre, bien sûr c'est possible, il faut déjà avoir fait du yoga. Oui. Oui, je pense pas qu'on puisse découler comme ça dans le yoga des hormones sans avoir fait du tout de yoga. Et pour revenir à la bascule du corps, il y a quand même, chaque fois qu'on bascule le bassin vers l'avant, on serre énormément le périnée. Tout à fait. Qui sont donc les muscles PC qui ferment notre dernier chakra du bas et qui permet de tonifier les sécrétions et de tonifier l'envie sexuelle aussi. Il y a cet exercice que j'appelle la vague, qui n'est pas un exercice du yoga des hormones, mais qui est très très efficace. On est allongé par terre et le bassin bascule légèrement vers le haut et vers le bas en dessinant un 8 ou une vague. Et avec la bonne respiration, on parvient à s'érotiser comme ça. D'ailleurs, les Indiennes autrefois, ou les Chinoises, je parle d'il y a 1000 ans, 2000 ans, je ne sais pas, arrivaient à s'érotiser comme ça. Ceci dit, c'est aussi la technique de la danse du ventre. Alors c'est ce que j'allais dire, oui, voilà. Donc, même en Moyen-Orient, c'est ça, voilà, en faisant un 8 avec son bassin, tout à fait. Oui. Après, pour des profanes, il y a également la posture du papillon que vous décrivez dans votre livre, qui, me semble-t-il, peut aussi améliorer la souplesse, parce que bon, quand on voit les personnes pratiquer le yoga, on se dit « Ouh là là, c'est pas pour moi ça, il faut être extrêmement souple ». Et la technique du papillon, je vous laisserai nous en parler, apparemment ouvre un peu plus le bassin et elle tonifie aussi le périnée. Oui, elle ouvre le bassin, elle tonifie le périnée, mais ce qu'elle a de particulier, cette posture, et là, il y a tout... Alors, vous pouvez juste nous la redécrire? Une science chinoise derrière, c'est qu'elle ouvre ce qu'on appelle les portes de fer. Et les portes de fer en Chine, ce sont justement des blocages qu'on peut avoir au niveau de l'aine, entre la cuisse et le sexe. Et cette zone peut être bloquée et bloquer le chakra correspondant. Alors, comment on dégage la zone, alors? Comment on dégage cette zone? Est-ce que vous pouvez nous décrire justement cette posture? Parce que c'est très intéressant. Des femmes, par exemple, atteintes de vaginisme, moi, je vois vraiment l'application de cette posture sur leur blocage. Donc, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Donc, la personne est comment? Assise, debout, allongée? Alors, on est assis par terre. On a les genoux écartés, les cuisses écartées, les plantes des pieds l'une contre l'autre. D'accord. Et on fait le papillon avec la cuisse et le mollet de chaque côté. On fait les ailes de papillon. Pour plus de tenue, on tient par exemple les pieds à deux mains, ce qui permet d'avoir, disons, un support. Si on arrive à attraper ses pieds. Si on n'est pas assez souple pour tenir cette position, alors il vaut mieux mettre quelque chose sous les fesses. Ça peut être une brique, un bottin, un livre, quelque chose pour être un peu surélevé. Il y a des personnes à qui cette posture fait mal. Donc, dans ce cas-là, en yoga, on met une brique et sinon, on met un coussin ou quelque chose qui surélève. D'accord. Et on y associe une respiration
on y associe une respiration yogique, disons, profonde. On respire avec l'abdomen. D'accord. Et c'est une posture que l'on peut recommander aux femmes comme aux hommes. Oui, on peut recommander cette posture vraiment à tout le monde parce que le blocage des portes de fer, ça existe aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et d'ailleurs, il y a un massage chinois approprié qui s'appelle le Karsai Netsang, qui est un massage qui est destiné à cette zone, un massage thérapeutique pour des gens qui ont disons le chakra bloqué et les énergies sexuelles bloquées et qui débloquent des personnes qui n'ont plus d'envie sexuelle. Alors il y a plein de postures pour ceux qui nous écoutent. On peut faire la grenouille. Vous allez voir, la grenouille, c'est très bon, Nadia, pour tonifier les testicules, par exemple. Hein? Oui, la grenouille, c'est pour hommes. Oui, alors, c'est ce que j'allais dire. Non, moi, vous m'excusez, mais j'ai pris une lecture. Je suis une femme cis Oui. et pas une femme trans, donc je n'ai pas de testicules. Moi, j'ai fait une lecture genrée. Mais non, parce que regardez, par exemple, le lion, vous voyez, la posture du lion, ça tonifie à la fois la thyroïde et les testicules. Donc, vous voyez, là, on enlève le genre. Oui, alors le lion, c'est vraiment une position très importante. Hein. Moi, je recommande à tout le monde de faire le lion. Pourquoi ? Parce que ça tonifie effectivement les testicules et les thyroïdes, mais ça assouplit également le dos. C'est très bon pour la colonne vertébrale, c'est très bon comme on est en position un petit peu de chaise, légèrement assis. Ça vous tonifie les cuisses d'une manière incroyable. Enfin, c'est une position très très complète. Nadia, on s'y met après l'émission. Hein. Ah oui. C'est bon pour notre dos. C'est sûr. Et il faut tirer la langue en même temps. En plus, on fera dos à dos, comme ça on ne se verra pas. Michel, on n'a pas tous le même profil énergétique finalement. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer son propre profil énergétique ? Qu'est-ce que vous appelez profil énergétique ? Les manques et les petits plus et les petits moins ? D'un point de vue des énergies, on est tous pareils ? Non, bien sûr. Voyez. Il y a des personnes, disons, qui ont plus d'énergie que d'autres, vous savez bien. D'accord. Donc, comment on détermine son propre profil énergétique ? Je crois que quand on a un affaiblissement énergétique, on le sent. Hein. Si je peux préciser la question de Philippe. Vous êtes là, Nadia, parce que sinon je ne sais pas m'en sortir. On a parlé, donc on sait il y a beaucoup de chakras, mais on va se localiser sur les 7 chakras. Comment est-ce qu'on peut savoir, par exemple, lequel de nos chakras est un peu plus déficient au niveau énergétique, ou bien celui où un blocage est plus prononcé ? Est-ce qu'on a besoin d'être accompagné pour ça, ou est-ce qu'on peut le percevoir soi-même ? Est-ce qu'il y a des signes qui nous disent c'est tel chakra qu'il faut aller plutôt travailler énergétiquement ? Je pense que c'est quand même assez difficile. On sent bien si on a le chakra sexuel bloqué, parce que très souvent il y a pas grand-chose qui se passe. On sent également à la fontanelle, quand on a le chakra, disons, qui va vers le ciel. Donc la fontanelle au niveau du crâne ? Bloqué, on le sent, parce qu'on sent qu'on est un peu encombré, qu'on manque d'élévation, qu'on est un peu au ras des pâquerettes. Les autres, c'est beaucoup plus difficile de le sentir. Hein. Évidemment, on peut avoir disons l'estomac noué, à ce moment-là, on sait bien que c'est le chakra du plexus qui est en cause. Mais pour les autres, c'est pas évident. Hein. Il faut harmoniser les 7 chakras de toute manière, d'une façon ou d'une autre. S'il y en a un qui est un petit peu en berne, on ne le sent pas nécessairement. Ce que vous nous dites là, c'est que c'est un état en fait général finalement vers lequel on doit plutôt s'orienter. C'est une harmonisation de tous les chakras qu'il faut faire régulièrement, oui. Il y a des personnes qui ont des chakras harmonisés tout le temps, mais c'est quand même assez rare. On a trop de stress, trop d'environnement un peu toxique, etc., pour être juste heureux, comme l'étaient peut-être des gourous sur leur montagne autrefois. Alors, vous nous dites également dans votre livre que on a une horloge biologique. Et donc, en fonction des temps de la journée, on a en fait des zones du corps qui entrent plus ou moins en action.
On sait qu'actuellement, on a des vies qui ne sont pas du tout calibrées sur le rythme de la nature. Donc, comment faire justement pour pouvoir être beaucoup plus attentif à ces moments de la journée où, par exemple, c'est plutôt l'activité au niveau de l'estomac qui prime ou l'activité au niveau des poumons ou au niveau des reins. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait pas manger trop lourd le soir, hein, c'est ça, hein, parce que tout ce qu'on mange après 17 heures nous profite. C'est un peu comme les cycles d'une machine à laver. À partir de 17-18 heures, on est sur le mode essorage. Donc, tout ce qu'on peut avaler, ingurgiter, par la suite, peut se transformer en graisse, alourdir, donner un mauvais sommeil, etc. Et ça, on le sent très souvent. Il y a des personnes qui sont très sensibles de la vésicule ou du foie. Et ces personnes-là le sentent à partir de 11 heures du soir ou vont se réveiller à 2-3 heures du matin. Ça, c'est le foie. Et cette horloge biologique peut être encore beaucoup plus fine parce qu'il y a... on peut détailler, il y a le moment pour les yeux, il y a des moments beaucoup plus pointus que le dessin que j'ai fait. Mais les exercices yogiques, on peut les faire à n'importe quel moment de la journée ou il y a des temps précis en fonction de chaque zone? C'est quand même mieux de le faire le matin, mais il y a des exercices, par exemple le yin yoga, c'est très bien de le faire le soir. D'accord, parce que plus doux, plus... Tous les autres, c'est pour le matin, oui. D'accord. C'est bien de ne pas avoir fait un gros repas avant, quoi. On ne peut pas faire ça après déjeuner. En plus, après déjeuner, on a les surrénales qui battent un peu de l'aile et ça ne va pas les regonfler de faire du yoga. Bien, alors la suite est dans votre livre Yoga Libido. Vous commencez bien sûr la journée avec une petite douche de chi. C'est ça? On dit chi? De chi. De chi. De chi. Petite douche d'énergie. Une douche énergétique, oui. Voilà. À l'eau froide ou à l'eau... Avec uniquement du chi. Avec du chi. C'est une douche imaginaire d'énergie que l'on prend et que l'on verse sur soi. Donc du coup, vous choisissez la température comme vous voulez. Vous l'imaginez, votre température. Et cela permet de commencer la journée du bon pied. Bien, Michel Larue, merci d'avoir été notre invité ce matin. Votre livre s'appelle Yoga Libido aux éditions La Musardine. Merci Nadia, à mardi. Très belle journée sur Beurre FM. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.